après-midi. Pour moi, j'ai l'impression d'être plus à un conventum que d'être à un 30e anniversaire, mais en fait, un conventum, c'est une réunion des anciens. Je rencontre beaucoup de gens ici dans la salle. Je croise des regards de personnes que je vois encore parce que les locaux de Sauveau sont ici, dans le même édifice que le crime. On est au premier étage. On déménage bientôt. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Mais c'est ça. Alors, ça me fait très plaisir d'être ici avec vous ce soir. Ma présentation s'intitule « De la recherche au service des malentendants ». En fait, pour moi, peut-être que pour vous, vous ne l'avez pas attrapé ou catché en mon français, mais parce qu'en fait, il y a deux dimensions à mon titre. Moi, je suis passée de la recherche au service pour les malentendants et la technologie sur laquelle j'ai travaillé avec toute une équipe a aussi été appliquée au service des malentendants. C'est ce que je trouvais intéressant dans mon cas. Alors, le constat, c'est que je voulais faire au départ, c'est que aujourd'hui, on l'a vu, on a entendu plusieurs personnes parler de différentes technologies. La technologie est omniprésente en 2015. On a l'Internet qui a beaucoup évolué depuis les 10, 30 dernières années, même moins que ça, parce que ça fait moins longtemps qu'on l'utilise en tant que consommateur ou personne particulière. Les cellulaires, Facebook, maintenant Twitter. Ce que je veux dire par là, c'est que toute information, maintenant, on envoie un courriel. C'est pas rare de recevoir un courriel dans notre bureau puis de voir un collègue arriver dans notre carte de porte. « As-tu reçu mon courriel? » Parce que là, je voulais te dire quelque chose. Tout va vite, c'est omniprésent et des fois, on ne pense pas que derrière cette technologie-là, il y a eu une idée, il y a eu un besoin qui a été exprimé, il y a beaucoup d'heures qui ont été passées à faire des essais, des erreurs, du temps machine. Et tout ça, ça s'appelle la recherche-développement. Et c'est quelque chose qui est peut-être abstrait pour beaucoup de gens. Nous, on voit le résultat, le gadget technologique, mais en arrière de ça, il y a beaucoup de gens passionnés qui travaillent très fort pour améliorer la technologie et développer de nouvelles technologies au fil du temps. Bon, le crime et moi, je suis... en fait, j'ai une maîtrise en linguistique. Donc, je ne me dédiais pas du tout à un milieu technologique au départ. J'ai fait ma maîtrise à l'INRS Télécommunications en synthèse vocale. Et de là, quand j'ai eu fini, j'ai eu l'opportunité, en fait, une chance inouïe. Ma première chance, en fait, j'ai été appelée par une compagnie américaine, Dragon Systems à l'époque, qui développait un engin de reconnaissance vocale qui s'appelait Dragon. Dragon Dictate, en fait, qui était un système de reconnaissance vocale mot isolé. Et je suis allée travailler à Boston pendant un petit peu plus d'1 an pour adapter leur technologie au français, parce que mon domaine de spécialisation était surtout la phonétique. Donc, il y avait besoin de quelqu'un comme moi qui connaissait la phonétique du français pour pouvoir aller travailler sur les modèles acoustiques de leur système. Suite à mon année passée à Boston, je suis arrivée à Montréal. En fait, je devais revenir à Montréal. J'ai commencé à instaurer un réseau, en fait, parce qu'on voulait vendre, distribuer, tester la technologie. Et je suis revenue à Montréal, je me suis installée. Puis c'est sûr que je commençais à regarder aussi des opportunités à Montréal. Et c'est là que j'ai rencontré, en fait, que j'ai pris connaissance de l'équipe au crime, qui, à ce moment-là, était dirigée par Yves Normandin. Donc, Yves, ça a été mon premier patron. Ici, au crime, j'ai eu, à cette époque-là, je ne sais pas si toi, tu t'en souviens, mais en 1993, quand je suis arrivée au crime, il y avait un besoin. C'est sûr que les linguistes étaient tout le temps vus comme les gens qui venaient donner du trouble à la reconnaissance vocale, parce que, nous autres, on ne connaissait rien, on voulait juste préciser la langue, puis la reconnaissance vocale, c'était technologique, c'est statistique, ça n'a rien à voir. Mais il y avait quand même une volonté, il y avait une équipe pluridisciplinaire, parce qu'on était une douzaine, c'était quand même une grosse équipe. Puis il y avait plusieurs gens qui travaillaient dans différents aspects, puis moi, je me suis joint à ça. Fait que j'ai eu cette opportunité-là au crime
Puis, je suis arrivée dans un contexte où il y avait beaucoup d'argent aussi. Notre équipe bénéficiait, bien, ton équipe bénéficiait d'un montant pour le projet dont tu as parlé, là, qui consistait à adapter, à développer la technologie grand vocabulaire multilingue. Et plus précisément, bien, on a essayé aussi d'adapter notre technologie de reconnaissance vocale en français dans un système d'aide à la traduction automatisée. Le projet s'appelait Transtalk. Elliot est ici, présent, donc on a eu la chance de collaborer. Et de fil en aiguille, moi, je me suis greffée à l'équipe de recherche. C'est un esprit très collaboratif. J'ai beaucoup appris. Yves est une personne très travaillante et passionnée. Donc, il nous faisait travailler très fort, mais ça a donné des bons résultats parce que c'est la raison pour laquelle, quand même, la technologie a été reconnue mondialement. Et ce qui a mené à la création de Locus, et bon, là, je ne répéterai pas la présentation de Yves, mais c'est ce qui a fait que Locus a pu naître. C'était toute cette synergie entre les membres, puis cette passion pour faire les expérimentations, puis se classer mondialement avec nos résultats. Parallèlement à ça, au crime, étant donné que c'est un milieu dans lequel, là, j'ai parlé d'un grand projet, mais c'est un milieu aussi qui permet à des petites entreprises d'avoir accès à des chercheurs, accès à de la consultation pour avoir une meilleure idée sur peut-être intégrer la technologie dans une application, savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de la technologie. Ce qui fait en sorte que, dans mon parcours à moi au crime, ça m'a permis de pouvoir faire des rencontres clients, gérer des projets, donc passer de la recherche à graduellement, parce que moi, j'étais intéressée. C'est sûr que si les gens ne sont pas intéressés, on n'était pas forcés, mais moi, ça m'a permis de, justement, développer ce côté aussi de gestionnaire et de relation client, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis rendue chez Sovo, mais tout ça fait en sorte que, ce que je voulais dire, c'est que tout ça m'a permis de développer, outre mon expertise scientifique, d'autres caractéristiques alentour de moi qui m'étaient complètement inconnues, mais c'était possible au crime de le faire de par la variété de contrats qu'on rencontrait ici. Finalement, une journée, au début des années 2000, après avoir fait plusieurs types de projets scientifiques, il y a le groupe TVA qui est venu nous rencontrer parce qu'à ce moment-là, il y avait des pressions du CRTC qui se faisaient sur les télédiffuseurs pour les obliger à sous-titrer 100% de leur contenu télévisuel. À ce moment-là, il n'existait pas, mais en fait, il en existait une, mais la licence n'était pas disponible. Ils ne pouvaient pas acheter la licence d'utilisation du logiciel qui existait, qui était totalement désuet en passant. Donc, il n'existait pas de technologie qui leur permettait de faire le sous-titrage en direct en français. Donc, ils sont venus cogner au crime, ils nous ont demandé, « OK, vous avez une technologie, est-ce que vous pouvez nous aider? On entend parler que la reconnaissance vocale, ça fonctionne, qu'est-ce qu'on pourrait faire? » Donc, on a développé ensemble, avec le groupe TVA, le RQST, à l'époque, qui était le regroupement québécois pour le sous-titrage, et le crime. On s'est assis et on a fait un premier prototype. On a écouté leurs besoins, puis on s'est dit, oui, effectivement, on a une technologie qui est performante, puis peut-être que si on contraint l'utilisation, on pourrait faire en sorte que ça soit utilisable dans un contexte de sous-titrage malentendant en direct. Donc, c'est là que le projet ST-Direct est né. ST-Direct, c'était pour sous-titrage en direct. On n'était pas allé plus loin que ça. Et le logiciel, aujourd'hui, porte encore le même nom. C'est un environnement, il fallait qu'on développe un environnement de sous-titrage qui permettait à des utilisateurs de pouvoir sous-titrer pour TVA tous les bulletins de nouvelles, le contenu des bulletins de nouvelles. Donc là, on s'adressait à différents, que ce soit de nouvelles sportives, d'actualité,
international. Donc, on passait de la parole continue, grand vocabulaire, multitâches. En tout cas, là, on se disait comment on va arriver à faire ça, mais oui, on est capable. Donc, on a pensé, on s'est dit, OK, on va utiliser un interlocuteur, donc une personne qui va répéter les propos de l'intervenant pour pouvoir mieux la structurer parce que, naturellement, le sous-titrage est fait pour être lu, il n'est pas fait pour être entendu. Donc, ce qui fait que quand les personnes qui sont embauchées chez nous maintenant, qui répètent les propos, ça permet en même temps de structurer parce qu'ils peuvent mettre la ponctuation, par exemple. Ils peuvent changer un petit peu la syntaxe des phrases sans changer le sens, idéalement, pour faciliter la lecture de l'émission, la lecture du sous-titrage et améliorer la compréhension. En 2004, TVA, le schéma que j'ai mis là, vous ne le voyez peut-être pas, mais c'est la première architecture qui a été proposée par l'équipe. On avait présenté ça au conseil scientifique en 2002. Et en 2004, en avril 2004, TVA faisait la première utilisation du système ST Direct en direct chez eux dans leurs locaux. Le système avait été déployé chez eux. Le problème, c'est qu'on est devenu victime de notre succès parce que là, bon, TVA, c'est sûr que tout ça, c'était pas parfait, mais TVA était le seul télédiffuseur qui avait la technologie. Et là, il y a d'autres gens qui sont venus cogner à notre porte, qui ont dit au crime, bien là, nous autres aussi, on le veut, mais nous autres, on n'a pas les gens chez nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Fait que là, il a fallu qu'on commence à s'organiser pour mettre en place à l'interne du Centre de recherche informatique de Montréal un service de sous-titrage avec tous les problèmes que ça peut générer. Problème parce que, entre autres, l'infrastructure. On était un centre, et le crime est encore un centre de recherche, on était un centre de recherche, on n'offrait pas de service, on n'était pas une boîte de service. Donc, on a monté un premier laboratoire, un premier salle pour faire le sous-titrage en direct dans les locaux. On avait une salle avec une petite régie, puis là, on a commencé à avoir nos premiers clients. La Chambre des communes qui nous a demandé de faire le sous-titrage en direct pour de la période de questions, 45 minutes par jour. Après ça, il y a eu RDS qui est venu cogner à notre porte. Et plus ça allait, plus on avait de clients. Le modus operandi aussi était très différent parce que là, on avait besoin de techniciens parce que s'il y avait un problème, là, si on dit qu'il y a du sous-titrage, bien, ça ne peut pas manquer pendant une demi-heure. Ce n'est pas une démo, là, c'est en direct. Donc, il y a des gens au sein du crime qui étaient engagés, il y avait des agents de recherche, qui devaient devenir des techniciens à temps partiel. Et même moi, dans un contexte 24/7. Là, la programmation, c'est plus juste du lundi au vendredi. Je vais arriver à 10 h, je vais partir à 6 h, je vais revenir à 8 h, me prendre 1 heure pour manger. C'est plus comme ça que ça fonctionne. Là, on est une boîte de production. Fait que ça a créé des petites frictions au départ, mais des frictions. Ça a demandé beaucoup d'adaptation, mais le crime est quand même un milieu très flexible. Puis ça a fait que ça a fonctionné parce qu'on a continué aujourd'hui. Finalement, à un moment donné, là, on est rendu 2006, 2007, on a de plus en plus de demandes. Ce qui est arrivé, on a commencé à parler d'un déménagement, parce qu'avant, on était au centre-ville, sur la rue Sherbrooke. Et, encore là, c'est bien beau, un déménagement, mais pour nous, un gros problème, c'était qu'on était en direct. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on va avoir des nouveaux locaux intéressants. Mais entre ça, on a une production le matin, on a une l'après-midi. Donc, il a fallu se développer un mécanisme pour travailler à deux endroits en même temps, en fait, pour permettre la transition sans interrompre notre service. Parce que l'idée derrière tout ça, c'était de maintenir le service parce que, bon, il y avait une demande, on savait qu'il y avait un potentiel, on savait qu'il y avait une technologie qui fonctionnait bien en dessous de ça, donc, et c'était de se trouver des partenaires, justement, essayer de transférer la technologie à quelqu'un à l'externe, ce qui est très difficile parce qu'il n'y a pas personne qui est capable de prendre cette technologie-là pour la faire évoluer. Donc, encore une fois, la meilleure solution, c'était d'essaimer une compagnie, de faire en sorte que quelqu'un puisse prendre
ce résultat-là, ce nouveau résultat, cette nouvelle possibilité, puis en faire une compagnie autonome. Donc, c'est un peu ça qu'on a commencé. C'est tout ce qu'on voit, c'est la naissance, en fait, de Sovo, parce que un des jalons très importants, je l'ai marqué parce que moi, en tout cas, ça m'a marqué beaucoup, c'est les Jeux olympiques de Vancouver 2010, parce que ça s'est fait en même temps que le déménagement. Et à ce moment-là, on avait 6 sous-titreurs vocaux qu'on avait formés à l'interne, formés pour un client, donner une formation, dire voici, c'est un peu comme garder un enfant, puis après ça, dire ou être grand-parent, puis dire OK, bon, ben là, je m'en vais. Là, c'est pas pire. Quand tu es parent, il faut que tu restes avec le petit. Là, tu sais, la première fois, là, on était pris. Là, en fait, là, on n'avait plus le choix d'avancer. On avait nos clients, on avait une demande. On était rendu au mois de décembre. On est parti avec 6 sous-titreurs. Il fallait monter à 27 sous-titreurs en 2 mois. Avec le déménagement, on est passé de 3 salles de sous-titrage à 5 parce que les Jeux olympiques de Vancouver nous demandaient de faire de la diffusion simultanée de nos sous-titres sur 3 chaînes différentes. Plus, on avait 2 autres clients qui étaient réguliers. Donc, ça roulait 24 heures par jour à ce moment-là pour 16 jours pendant 17 jours. C'est sûr que dans un an, ce n'est pas beaucoup. Mais pour Sovo, ça l'a donné comme... Ça a été le coup d'envoi, en fait, de la compagnie. Et en 2010, en juin 2010, donc tout de suite après les Jeux olympiques, c'était une bonne vitrine aussi pour notre service de sous-titrage parce qu'on a été capable de survivre à la chose. En fait, on a relativement bien réussi. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de... La technologie n'était peut-être pas aussi solide, mais elle n'était pas aussi solide qu'elle est aujourd'hui. On n'avait pas autant d'expérience en mode production que nous avons aujourd'hui. Mais n'empêche que ça nous a offert la visibilité et de là s'est joint une équipe alentour, entre autres un entrepreneur qui est Serge Forêt, qui s'est jumelé à moi. Parce que moi, c'est sûr que je fais partie de l'aventure depuis le début. Il y a plusieurs personnes à l'interne au crime qui m'ont déjà dit « Julie, pourquoi tu ne prends pas ça? Pourquoi tu ne le pars pas? Tu le fais depuis le début, tu le gères. » Je pense un peu comme Yves, je ne sentais pas du tout la fibre entrepreneur en dedans de moi. Mais finalement, j'ai comme tenu mon bout parce que on a trouvé Serge avec qui j'ai une excellente collaboration. Aujourd'hui, ça fait 5 ans. Donc, depuis le juin 2010, Sovo est une entreprise qui est autonome du crime, qui possède sa technologie. Donc, la technologie a été transférée à Sovo. Maintenant, Sovo est propriétaire et fait évoluer la technologie sous-jacente, la technologie de reconnaissance vocale et l'environnement de sous-titrage aussi, donc ST Direct, pour les besoins du sous-titrage et de la transcription en temps réel. On est le numéro 1 du sous-titrage malentendant en français, basé sur la reconnaissance vocale en Amérique du Nord. On offre maintenant différents services. Depuis 5 ans, on a augmenté beaucoup notre variété de services. Donc oui, on fait du sous-titrage en direct. On fait maintenant du sous-titrage en différé aussi. La différence, c'est que le sous-titrage en différé se fait à partir d'une demande vidéo. Donc on a le temps de bien transcrire les textes, le positionner. Il y a des normes qui se rattachent à ça. La transcription en direct aussi pour différents organismes gouvernementaux ou juridiques, pas nécessairement pour faire du sous-titrage, mais pour avoir un rapport dans un délai très rapide après la fin d'un événement, par exemple. On produit des textes, ça c'est tout nouveau en fait, c'est depuis septembre cette année, on fait la production de textes médias alternatifs pour les non-voyants. On offre un programme de conformité aux normes de qualité du CRTC parce que, les normes de sous-titrage sont régies, c'est le CRTC qui impose les normes de sous-titrage aux télédiffuseurs. Les télédiffuseurs sont surveillés et doivent s'assurer que la qualité du sous-titrage malentendant répond bien à certains critères, dont 85% d'exactitude en français dans un délai, puis le sous-titrage doit sortir dans un délai moyen de 5 secondes à l'intérieur de la même émission. Je vous dirais très honnêtement que ce n'est pas toujours respecté, mais on travaille fort pour que ça le soit, parce que comme ça nous donne de nouveaux défis pour améliorer notre technologie. On s'implique beaucoup dans la communauté malentendante aussi, parce qu'on essaie toujours de comprendre
les besoins, en fait, des personnes de notre clientèle, parce que c'est sûr que ce sont les diffuseurs, les producteurs qui nous paient. Mais finalement, notre service, notre vraie clientèle, ce sont les personnes qui ont une déficience auditive. Donc, c'est toujours important de ne pas trop s'éloigner de notre clientèle, notre end user, finalement. Aujourd'hui, Sovo emploie plus de 90 personnes. On est 70 dans l'équipe de production. Donc, en 5 ans, je vous dirais qu'il y a eu beaucoup de travail d'infrastructure, de mise en place pour le suivi qualité et s'assurer que nos services ne soient pas interrompus. Ici, je voulais vous représenter, en fait, c'est l'évolution, les barres bleues, c'est le volume de sous-titrage en direct qui est réalisé chez Sovo depuis 2011, en fait, depuis la première année de la constitution de la compagnie. Cette année, on s'attend de produire 15 000 heures de sous-titrage en direct et 1 500 heures de sous-titrage en différé. Il faut savoir, par contre, que pour réaliser du sous-titrage en différé, ça prend, pour chaque heure, à peu près, ça prend entre 10 et 12 heures d'effort de travail. Donc, c'est un volume quand même. Les petites barres rouges sont moins hautes, mais en fait, le travail qui est en arrière de ça est quand même, il faut le multiplier par 10 ou 12. Donc, ça vous montre, en fait, puis on peut remarquer aussi que c'est en constante croissance. Sovo déménage au printemps prochain. Maintenant, on a 7 salles de sous-titrage. On va déménager dans le même édifice ici. On va doubler, en fait, nos salles, le nombre de nos salles de sous-titrage en direct pour répondre à la demande parce qu'on commence parfois, on doit être imaginatif. On doit faire des salles dans des salles de conférence de temps en temps. Et donc, pour éviter tout ça, bien, là, on va s'installer dans des nouveaux locaux qui vont répondre encore plus à notre réalité. Puis, bien, c'est essentiellement, ce ne sont pas tous nos clients, parce que ce n'est pas tous nos clients qui ont vraiment un logo. J'ai beaucoup de producteurs avec lesquels je travaille qui n'ont pas nécessairement de logo. Mais on travaille, c'est sûr, avec les grands diffuseurs, beaucoup de maisons de production. On a été très fiers dans la dernière année aussi d'avoir une entente avec la Cour pénale internationale pour réaliser, on travaille avec eux pour faire la transcription en direct de ce qui se passe à la Cour. Donc, c'est une collaboration qui est en évolution, en fait. Et puis, c'est ça. Ce sont tous, à l'heure actuelle, des diffuseurs. On travaille seulement en français. La technologie est parfaitement adaptable pour d'autres langues. On travaille là-dessus aussi pour la prochaine année. Mais pour l'instant, c'est sûr qu'on a démarré en se concentrant sur ce qui était notre force et notre marque distinctive, c'était vraiment pour le sous-titrage en français. Donc voilà, je vous remercie beaucoup.